Bonjour à tous. Merci. Du coup, on va évoquer un sujet qui est lié au sport désormais, avec essayer de comprendre comment la data science et en particulier la computer vision peuvent nous aider. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, comme l'a dit Charles dans la présentation, analyser un match de rugby, ça peut être assez long parce que ben, ça dure déjà 80 minutes, il faut regarder les vidéos, il faut annoter chaque vidéo à la main, donc c'est quelque chose qui est assez long et il peut y avoir aussi de la subjectivité qui rentre en jeu. Donc l'objectif ici, ça va être d'utiliser la computer vision, qui est une branche de la data science, pour automatiser et accélérer cette analyse post-match. Donc, pour la computer vision, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'ont les ordinateurs d'interpréter et de comprendre des informations visuelles qui sont sur des images comme les humains pourraient le faire. Il y a différentes applications à la computer vision. Il y en a une qui vient d'être présentée juste avant avec tout le domaine du médical, mais ça peut aussi être appliqué au sport pour identifier des schémas et des tendances qui vont se répéter dans les images et donc permettre d'optimiser notre analyse d'après-match. Et dans la computer vision, il y a plusieurs familles d'algorithmes, et nous, on va se concentrer en particulier sur les CNN, donc les réseaux de neurones convolutionnels. C'est un type d'algorithme qui est fréquemment utilisé en computer vision. On pourrait se demander pourquoi, et en fait, c'est parce que c'est des algorithmes qui sont optimisés de façon à permettre d'obtenir une balance, enfin un équilibre, pardon, entre les, pardon, entre le temps de calcul, pour éviter d'avoir des temps de calcul trop longs, et la précision du modèle. Donc c'est intéressant parce qu'on a un modèle performant, mais qui ne demande pas trop de temps de calcul. Donc la spécificité de ces modèles et de EfficientNet, qui est le modèle en particulier de CNN qu'on a utilisé, c'est qu'il va identifier des patterns, comme vous pouvez voir sur l'image du centre, pour détecter des événements dans un match et ensuite être capable de les extraire et d'extraire les informations importantes. Donc pourquoi c'est important d'utiliser et pourquoi ça compte d'utiliser ce genre d'algorithme? C'est parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir une analyse d'après-match qui est efficace et plus rapide que ce qu'on pourrait avoir par une analyse humaine, si je peux dire. Donc, pour vous présenter un petit peu la méthodologie qu'on a suivie dans ce projet, d'abord on a sélectionné des données. Donc les données, elles viennent d'un club de rugby de la banlieue toulousaine qui s'appelle l'Avenir Castanéen Rugby. Donc on avait des vidéos de plusieurs matchs, 7 matchs au total. Ces vidéos, on les a labellisées pour avoir les événements d'importance qu'on voulait détecter. Ensuite, on a découpé ces vidéos en images qu'on a standardisées pour avoir à chaque fois la même image, pas avoir de biais créés à cause de ça. Ensuite, on a fait de la data augmentation. Donc la data augmentation, l'intérêt, augmenter le nombre d'images et la taille du dataset. Mais un autre intérêt, c'est que ça crée des images nouvelles un petit peu pour le modèle, avec des patterns un petit peu différents. Et ça évite au modèle d'apprendre par cœur les images de base qu'on lui a fournies et d'être juste capable de ça, mais dès qu'on lui donne des nouvelles images, il a un peu plus de mal. Donc en fait, la data augmentation, elle permet également de contrer ce biais potentiel. Donc c'est intéressant de l'avoir dans notre cas. Et le dernier cas, c'est équilibrer les classes. Donc nous, on avait 5 événements qu'on souhaitait détecter. Donc les événements, c'était les pénalités tentées ou les transformations, les essais, les touches, les mêlées et un événement qu'on a appelé possession et qui correspond au reste du temps. C'est important d'avoir autant d'images de chaque événement, parce que si on a des images différentes entre chaque événement, si on a un nombre d'images différentes, un autre risque, c'est que le modèle apprenne toujours la classe qui est la plus présente, et du coup prédise cette classe tout le temps. Et donc, qu'on ait des résultats mauvais. Et donc, du coup, après cette étape de data pre-processing, venait l'étape d'utilisation du modèle. Donc, dans un premier temps, on a entraîné notre modèle pour qu'il apprenne les différents schémas, les différentes tendances sur les images d'entraînement. Et ensuite, on a utilisé ce modèle sur un set d'images de test. Donc, ici, vous avez un exemple d'augmentation d'image, donc avec l'image de base sur la gauche et plusieurs images sur la droite avec l'application notamment de filtres colorés,
de zones d'ombre ou une légère rotation pour amener des différences dans l'image. Maintenant, on va vous montrer les résultats obtenus. Je crois qu'il faut que je clique. Du coup, ici, on a la vidéo qui s'affiche et vous pouvez voir sur le coin en haut à gauche la prédiction de notre modèle, donc de l'événement ici reconnu, et la confiance qu'a le modèle dans sa prédiction. Donc ici, on est effectivement sur une phase de mêlée. Le modèle prédit globalement bien, mais a encore quelques erreurs, puisqu'ici on voit qu'il se trompe. Mais voilà, je vais la repasser puisque c'était assez court. Globalement, on a un modèle qui a été capable de bien détecter l'événement qui se passe, avec une confiance, c'est sur une échelle de 0 à 100, donc qui est relativement haute. Cependant, comme je disais, il y a encore des erreurs. Le modèle est perfectible puisque à un moment donné, il se trompe légèrement et il détecte une touche. Voilà. Donc on va pouvoir passer. Donc, pour vous donner quelques chiffres sur ce modèle et sur les résultats, on a une précision globale de 65%. Ce qui est plutôt une bonne précision, puisque comme je le rappelle, on a 5 classes. Donc on a on a plus de possibilités de se tromper que quand on a par exemple que 2 classes. Donc avoir une précision de 65% pour un premier résultat est quelque chose d'assez encourageant. Ce qui nous permet de dire que notre modèle pourrait permettre à des staffs de rugby de gagner du temps dans leurs analyses d'après-match en utilisant ce type de modèle pour automatiser la détection d'événements. Et du coup, si on devait continuer ce projet, les étapes suivantes seraient sur l'amélioration de notre modèle, en lui fournissant peut-être plus de données et en essayant des techniques un peu plus poussées d'analyse. Voilà. Donc, cette petite présentation pour vous montrer un petit peu l'intérêt que pourrait avoir la data science dans le monde du sport. Donc, je pense il faut continuer à utiliser ça. Ça va permettre de s'améliorer dans l'analyse d'après-match et de fournir, grâce au pouvoir de la technologie, des performances encore plus impressionnantes. Si vous avez des questions, Merci n'hésitez Nicolas, c'est très intéressant. J'ai une petite question. Quand tu pas. parles de standardisation des données, tu peux Oui. nous en dire un peu plus en quoi ça consiste? Si je reviens. Du coup, la standardisation des données, il y a plusieurs choses à faire. Donc, on peut avoir des images, par exemple, de différentes tailles. Donc, c'est important de avoir les images à la même échelle pour éviter qu'il y ait certains points d'intérêt qui soient plus mis en avant pour des problèmes d'échelle. Donc, ça, c'est une première standardisation. Il peut y avoir aussi l'orientation des images. Ici, ce n'était pas notre cas, mais dans des problèmes de computer vision, on peut avoir des images qui sont prises en mode portrait, d'autres en mode paysage. Et du coup, ça peut être intéressant de être sûr d'avoir la même orientation pour tout le monde. Voilà, différents types de standardisation. Et est-ce que l'endroit où a été faite la vidéo, ça a toujours été le même sur le terrain? Oui, donc c'est vrai que dans notre cas, on avait entre guillemets cette chance-là, c'est que c'était une caméra qui était fixe, donc on avait toujours plus ou moins le même angle entre les différentes vidéos, on n'avait pas de variation sur ça. Donc nous, la standardisation a été assez simple pour nous, on n'a pas eu trop de travail à faire dessus, puisque d'un match à l'autre, on a retrouvé les mêmes formats d'image, un petit peu les mêmes angles et ce genre de choses. Et si on veut l'utiliser dans le monde professionnel du rugby, ça va être le cas, on aura toujours les mêmes points de vue C'est à peu ça. près. Alors, dans le monde professionnel, il y a plusieurs caméras qui filment, donc il pourrait y avoir des adaptations à faire pour s'assurer que les différences de caméras n'impactent pas trop la performance du modèle. Donc peut-être un peu plus de standardisation à faire ici, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, effectivement. Merci. Bonjour Nicolas, merci pour cet exposé qui mêle le monde du sport avec des modèles d'analyse d'image. J'avais une question sur la performance. Tu as parlé d'une performance en termes d'accuracy autour de 65%. Oui.
Je me demandais si, donc ça, c'est à l'échelle du dataset, je suppose. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur certains événements? Par exemple, il y a des, je sais pas, il y a des mêlées, des touches. Est-ce qu'il y avait certaines phases de jeu qui étaient mieux reconnues que d'autres? Alors effectivement, on n'a pas la même, performance en fonction des différentes phases de jeu. Par exemple, les pénalités tentées ou les transformations, qui sont des événements, assez particuliers par rapport aux autres, sont très, très bien détectés par, notre algorithme. Donc ça, c'est quelque chose, dès le début, ça a été très bien détecté. Ensuite, on a un peu plus, de mal sur, les phases de mêlée et ensuite viennent les phases de touche qui sont encore un peu plus compliquées. Et enfin, la dernière classe, la classe possession, est une classe un petit peu particulière puisqu'elle regroupe un petit peu tous les autres événements et donc du coup, le modèle a un peu plus de mal à vraiment être très précis sur cette classe. Ça arrive que parfois ils prédisent, cette classe pour d'autres événements. Avec plaisir. Nicolas, merci pour cette présentation. Je voulais savoir combien d'images, à peu près vous aviez utilisées pour ce Du cas-là? coup, donc comme je disais, on avait, 7 matchs à notre disposition. On en a utilisé 6 pour s'entraîner. Il faut savoir qu'un match dure à peu près 80 minutes, heu et les vidéos, enfin les matchs ont été filmés avec des vidéos, qui produisent, 125 images par seconde. Donc on était, à approximativement 300 000 images, pour notre set d'entraînement. Donc ça nous fait quand même une grande quantité d'images. Alors après, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'images qui sont très similaires les unes avec les autres. Donc on n'a pas utilisé ces 300 000 images, on a réduit un petit peu le champ des données, mais on avait quand même au global, un bon nombre d'images, donc qui nous a permis quand même de faire des modèles de qualité. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des disparités entre les classes, avec des événements qui apparaissent plus souvent que d'autres, mais c'est aussi, dû au jeu et tous les événements ne peuvent pas apparaître autant. Voilà. C'est bon. Quelle est la plateforme que vous avez utilisée pour, pour le stockage des données et l'entraînement du modèle? Donc on a stocké, donc on a découpé, nos images. Ensuite, on a stocké les images, sur, Google, Cloud. Une fois ensuite, on a utilisé, Google, Collaboratory pour faire tourner notre modèle. Donc on avait une interaction entre notre notebook, qui venait chercher, les images qui étaient stockées sur Google Cloud, qui les, stockait en local. Ensuite, on avait notre modèle qui s'entraînait, sur notre environnement. On sauvegardait le modèle, qu'on stockait, également pour éviter d'avoir à réentraîner le modèle à chaque fois, puisque c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Voilà. Donc on a utilisé, globalement, l'environnement Google pour stocker les images et faire tourner notre modèle. J'ai une petite question. Merci Nicolas pour cette présentation sur ce sujet qui nous passionne tous. J'ai une question sur donc là, ce que vous faites, c'est de la classification. Vous avez Oui. une image et vous la classifiez. Et en effet, comme tu le disais, je pense qu'il y a certaines phases de jeu qui sont assez similaires sur le pattern de l'image globale. Est-ce que vous avez à un moment imaginé détecter certains éléments particuliers dans l'image, peut-être pour faire la différence entre des classes très similaires? Alors c'est quelque chose, qui est envisageable, de détecter, par exemple, le ballon ou, le placement de l'arbitre ou des éléments comme ça. Cependant, c'était, des vidéos qui sont tournées en amateur, si je puis dire, donc une qualité d'image, qui n'est pas, excellente, ce qui du coup, peut créer quelques problèmes, pour la détection d'éléments particuliers. Mais c'est quelque chose qu'on envisage de faire, pour améliorer notre modèle. C'est une piste, qui est à explorer. Merci Nicolas. On va Avec pouvoir plaisir. passer au sujet suivant.